391 milliards de dollars. C'est le montant colossal de cash, équivalent de trésorerie et T-bills à court terme, aujourd'hui détenu par Warren Buffett à travers Berkshire Hathaway, qui est désormais dirigé par Greg Abel. Mais alors une question se pose. Pourquoi le plus grand investisseur de l'histoire accumule-t-il autant de cash au lieu de l'investir ? Est-ce un signal d'alerte sur les marchés ? Anticipe-t-il un krach majeur ? Ou au contraire, est-ce une démonstration ultime de discipline et de patience ? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous en tirer en tant qu'investisseurs de long terme ? C'est exactement ce que nous allons essayer de comprendre dans cet épisode. Pour cela, je vais vous présenter 3 grandes raisons qui expliquent selon moi cette accumulation massive de liquidités au sein de Berkshire Hathaway, mais aussi 4 principales leçons que nous pouvons en tirer en tant qu'investisseurs de long terme. Avant de commencer, il y a quelque chose de profondément troublant. À 95 ans, après avoir passé toute sa vie à acheter des entreprises exceptionnelles et à les conserver pendant des décennies, le dernier grand mouvement de Warren Buffett, c'est peut-être justement de ne rien faire. Ne pas acheter, ne pas se précipiter, mais accumuler du cash. Et il laisse aujourd'hui cette immense forteresse de liquidité à son successeur Greg Abel. Mais alors, qu'est-ce que les initiés de Berkshire Hathaway voient et que le marché refuse peut-être encore de voir ? Qu'attendent-ils exactement ? Parce que 391 milliards de dollars, ce n'est pas un simple matelas de sécurité. C'est une position stratégique. Pour vous donner un ordre de grandeur, 391 milliards, c'est plus que le PIB de certains pays comme la Finlande, le Portugal ou encore la Nouvelle-Zélande. C'est également plus de réserves de change dont disposent le Royaume-Uni, le Brésil, la France ou même le Canada. Et c'est aussi davantage que la capitalisation boursière de l'immense majorité des entreprises du S&P 500. Mais le plus important n'est pas le montant absolu. Ce qu'il faut observer, c'est le poids que représente ce cash dans les actifs totaux de Berkshire Hathaway. Aujourd'hui, cette liquidité représente presque un tiers des actifs totaux du groupe. Et ce niveau est extrêmement rare dans l'histoire de Buffett. La dernière fois qu'il a accumulé ce pourcentage, c'était au milieu des années 2000, juste avant la crise des subprimes. Cette réserve lui a ensuite permis d'investir massivement dans des entreprises extraordinaires, à des prix bradés, notamment dans le secteur bancaire, créant une richesse colossale pour les actionnaires de Berkshire. Il a aussi pu financer des entreprises dans des conditions extrêmement avantageuses, comme Harley-Davidson ou Mars, avec des taux d'intérêt à 2 chiffres. Et avant cela, à la fin des années 1990, Buffett avait également refusé de suivre la bulle d'Internet. À l'époque, beaucoup le considéraient comme dépassé, trop vieux, trop prudent, incapable de comprendre la nouvelle économie. Puis, la bulle a explosé. Et pendant que beaucoup d'investisseurs ont disparu, Buffett disposait de cash nécessaire pour agir quand personne ne le pouvait plus. Et même scénario en 1969. Buffett a fermé son partnership, jugeant les marchés excessivement surévalués. Quelques années plus tard, la violente crise des années 70 survient. Donc en résumé, 3 fois en 60 ans, Warren Buffett a préféré construire une montagne de cash plutôt que d'investir massivement. Et 3 fois, l'histoire lui a donné raison. Les années qui ont suivi ont été marquées par un Ursus Magnus. Et cette année, Berkshire Hathaway bat un nouveau record historique de trésorerie. Alors évidemment, ce signal mérite toute notre attention. Surtout lorsqu'il vient probablement du plus grand allocateur de capital de l'histoire. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, avant de vendre, d'acheter ou de modifier vos investissements, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Pourquoi Buffett refuse-t-il aujourd'hui de déployer ce capital ? Selon moi, il existe aujourd'hui 3 grandes raisons qui expliquent pourquoi Warren Buffett et les équipes de Berkshire Hathaway ont autant de mal à déployer leur capital. La première raison, c'est le Buffett Indicator. En 2001, Buffett publie un article dans Fortune Magazine dans lequel il présente ce qu'il appelle le Buffett Indicator. Le principe est extrêmement simple. Prendre la capitalisation totale du marché boursier américain et le diviser par le PIB des États-Unis. Autrement dit, on compare le prix du marché à la taille réelle de l'économie sous-jacente. Selon Buffett, lorsque ce ratio évolue autour de 100%, le marché est globalement correctement valorisé. Mais lorsqu'il dépasse 120%, la valorisation commence déjà à devenir tendue. Et aujourd'hui, le ratio dépasse les 200%. Nous sommes autour de 230%. Autrement dit, le marché action américain se valorise aujourd'hui à plus de 2 fois la richesse annuelle produite par l'économie américaine. Et pour reprendre les mots de Buffett lui-même, le marché joue avec le feu. Le deuxième élément est probablement encore plus important. Il s'agit du spread. Le spread entre les rendements obligataires et les rendements bénéficiaires. Laissez-moi vous expliquer. Le raisonnement que fait Buffett est très simple. Le Shiller P du S&P 500 évolue autour de 41.
Rappelez-vous, le Shiller PE, c'est le PER moyen du S&P 500, moyenné sur les 10 dernières années et corrigé de l'inflation. Or, le PER, c'est simplement le prix divisé par le bénéfice des entreprises. Donc le rendement bénéficiaire implicite du marché correspond à l'inverse du Shiller PE. Autrement dit, le rendement bénéficiaire du marché est égal à 1 sur 41 est égal à 2,4%. Autrement dit, le marché action américain offre aujourd'hui un rendement bénéficiaire d'environ 2,4%. Le problème, c'est qu'en parallèle, les obligations d'État américaines, qui sont considérées comme des investissements plus sûrs, peuvent rapporter autour de 3,8%. 3,8% avec un niveau de risque bien plus faible et une visibilité beaucoup plus élevée. Et l'écart de rendement entre l'actif risqué, donc les actions, et l'actif moins risqué, les obligations, est environ de 1 point. C'est énorme. Et naturellement, lorsqu'un actif plus sûr offre un meilleur rendement qu'un actif risqué historiquement très cher, Buffett préfère patienter. Et cela rejoint parfaitement une idée développée par Peter Thiel dans son livre Seuls les meilleurs gagnent. Il nous explique en effet que la valorisation du marché action dépend énormément du niveau des taux obligataires. Quand les obligations ne rapportent presque rien, les actions semblent attractives à n'importe quel prix. Mais lorsque les taux remontent, les exigences de valorisation changent complètement. Enfin, il existe selon moi une troisième raison, beaucoup moins évoquée, mais probablement fondamentale. C'est la taille de Berkshire Hathaway. Aujourd'hui, Buffett et Greg Abel gèrent une quantité de capital tellement gigantesque qu'ils ne peuvent plus investir comme un investisseur classique. Déployer 391 milliards de dollars sans prendre des participations excessives est extrêmement compliqué. Buffett rappelle régulièrement que lorsqu'il prend une participation dans une entreprise, il évite généralement de dépasser le seuil de 10% du capital, pour des raisons pratiques et réglementaires. Donc pour réaliser un investissement de 50 milliards de dollars, il doit cibler une entreprise valorisée au minimum à 500 milliards de dollars en bourse. Et on parle probablement d'environ 25 à 35 entreprises aujourd'hui. Autrement dit, son univers d'investissement est aujourd'hui limité aux très grosses capitalisations mondiales. Et le problème, c'est que ce sont précisément ces entreprises qui affichent souvent des valorisations les plus élevées du marché. Donc paradoxalement, plus Berkshire Hathaway grossit, plus il devient difficile pour Buffett de trouver des opportunités suffisamment attractives avec une véritable marge de sécurité. Et c'est l'un des points les plus importants à comprendre. Le problème de Berkshire Hathaway aujourd'hui n'est pas un manque de liquidité. Le problème, c'est surtout l'absence d'opportunités suffisamment exceptionnelles pour investir ces montants gigantesques sans compromettre sa discipline d'investissement. Une fois qu'on a compris tout ça, avec un peu de recul, on peut se poser une question. Que faire concrètement en tant qu'investisseur? Alors soyons très clairs. Ce qui va suivre n'est absolument pas un conseil en investissement personnalisé. Je partage simplement ma lecture personnelle de la situation et ce que je fais moi-même avec mon propre capital. La première leçon, et probablement la plus importante, c'est qu'un bon investisseur ne se contente pas d'acheter une excellente entreprise. Il achète aussi à un prix raisonnable, avec une marge de sécurité, c'est-à-dire l'écart de sécurité entre le prix de l'action et la valeur de l'action. Et le choix d'allocation de Warren Buffett est un vrai rappel à l'ordre, car la situation actuelle des marchés nous rappelle une chose essentielle. Même les plus beaux business au monde peuvent devenir des mauvais investissements lorsqu'ils sont achetés beaucoup trop cher. Et de mon point de vue, c'est exactement ce que nous dit Warren Buffett avec cette montagne de cash historique. La discipline doit toujours passer avant l'euphorie. Sur le long terme, le prix payé reste fondamental, parce que votre rendement futur dépend énormément de votre prix d'achat initial. Et c'est justement tout l'objectif des méthodes que nous développons sur la chaîne Page Liberté. Vous aider à analyser les entreprises avec rigueur, comprendre leur valeur intrinsèque et investir avec une véritable marge de sécurité. D'ailleurs, si vous voulez réellement apprendre à calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise de manière sérieuse et juste, je vous recommande très fortement ma vidéo complète sur la méthode d'Aswad Damodaran. C'est une vidéo un peu technique, mais elle peut réellement vous aider à comprendre comment estimer la valeur d'une entreprise. Tout y est expliqué étape par étape, et elle peut littéralement changer votre manière d'investir. Et plus largement, si vous voulez apprendre à raisonner comme un investisseur de long terme, plutôt que comme un spéculateur à court terme, alors je pense sincèrement que vous devriez vous abonner dès maintenant à la chaîne Page et Liberté. Passons maintenant au deuxième enseignement que je tire de la situation. C'est reconstituer progressivement une poche de liquidité. Si Mr Market ne vous offre pas d'opportunité d'achat, c'est le moment de recommencer à construire cette réserve. Car aujourd'hui, malheureusement pour nous, sur une grande partie du marché américain, la marge de sécurité s'est considérablement réduite.
notamment sur les entreprises exceptionnelles que nous cherchons à détenir sur le très long terme. Dans ce contexte, commencer à construire une petite poche de cash me semble être une approche prudente et rationnelle. Pas pour timer le marché, pas pour prédire un crack, mais simplement pour disposer de munitions lorsque de véritables opportunités réapparaîtront. Parce que les plus belles opportunités d'investissement arrivent souvent dans les périodes où les investisseurs sont les plus pessimistes. Et cela nous amène naturellement à la troisième leçon. Continuez à travailler votre watchlist. Parce qu'au fond, les périodes où les marchés sont chers sont aussi les périodes extrêmement utiles pour l'investisseur sérieux. C'est le moment de lire, d'analyser, d'étudier en profondeur les entreprises que vous rêveriez de posséder si leur prix devenait enfin raisonnable. L'objectif maintenant, c'est d'être prêt psychologiquement et intellectuellement lorsque monsieur le marché redeviendra dépressif et offrira à nouveau des points d'entrée exceptionnels. Car lorsque la crise arrive, il est souvent trop tard pour commencer ces analyses. Les meilleurs investisseurs savent déjà exactement quelles entreprises ils veulent acheter et à quel prix. Et d'ailleurs, si vous voulez justement continuer à construire votre watchlist d'entreprises exceptionnelles, vous pouvez rejoindre gratuitement la newsletter Page et Liberté. Chaque mois, j'y partage une analyse approfondie d'une entreprise de très grande qualité, avec l'objectif de vous aider à développer un raisonnement d'investisseur indépendant, rigoureux et de long terme. Le lien pour rejoindre la newsletter est en description. Et nous pouvons enfin passer à la quatrième réflexion. Il ne faut pas oublier une chose fondamentale. Historiquement, lorsque Warren Buffett a commencé à accumuler massivement du cash, il a toujours eu raison. Et les investisseurs qui l'ont copié ont gagné énormément d'argent. Et ceux qui se sont encore plus enrichis, ce sont les actionnaires de Berkshire Hathaway. Donc, pour certains investisseurs, dont je fais partie, posséder Berkshire Hathaway peut être une manière indirecte de se protéger face à des marchés jugés trop chers. Aujourd'hui, Berkshire Hathaway combine plusieurs éléments extrêmement puissants. Une montagne de liquidités, des activités d'assurance extrêmement solides, une forte exposition à des secteurs défensifs et surtout énergétiques, et surtout une discipline d'allocation du capital probablement unique au monde. D'ailleurs, je trouve leur forte exposition au secteur énergétique particulièrement rassurante. Rappelez-vous de ce que nous dit Charles Gave dans son livre La théorie générale de construction de portefeuille. Dans sa quête de construction d'un portefeuille antifragile, le secteur énergétique fait partie des ajouts au portefeuille permanent de Harry Browne. C'est un secteur clé, capable d'apporter de la résilience et une forme d'antifragilité au portefeuille, notamment dans les périodes de tensions inflationnistes ou géopolitiques. Donc si vous voulez aller plus loin que le simple stock picking et commencer à réfléchir comme un véritable allocateur de capital sur le long terme, alors allez voir cette vidéo, ça pourrait vous aider. Mais donc, avec cet ensemble, les actionnaires de Berkshire Hathaway possèdent à la fois un portefeuille d'entreprises exceptionnelles, anti-fragilisées, et aussi une énorme réserve de cash prête à être déployée si les marchés devenaient plus attractifs. Donc les actionnaires sont selon moi protégés contre ce risque de surévaluation de marché. Chers investisseurs, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur cette gigantesque montagne de cash accumulée par Berkshire Hathaway. Encore une fois, l'objectif n'est pas de vous dire quoi faire, quoi acheter ou quoi vendre. L'objectif de la chaîne, c'est surtout de vous donner les clés de réflexion pour vous aider à raisonner de manière plus indépendante, plus rationnelle et surtout plus libre. Parce qu'au fond, la véritable liberté financière ne vient pas uniquement du capital. Elle vient surtout de votre capacité à penser par vous-même lorsque les marchés deviennent irrationnels. Et d'ailleurs, je serais vraiment curieux d'avoir votre avis sur la situation. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous choisissez de faire dans cette période de marché particulièrement tendue. Est-ce que vous continuez d'investir normalement? Est-ce que vous commencez à accumuler du cash? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que le marché reste encore attractif malgré ses niveaux de valorisation? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Et si vous voulez continuer à apprendre à analyser des entreprises exceptionnelles avec toutes les méthodes présentées sur la chaîne, vous pouvez également rejoindre gratuitement la newsletter Page et Liberté. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.